Alors, elle continue et elle définit la liberté. Donc elle continue sur son analyse de la liberté et elle ajoute: «Il est impossible de concevoir quoi que ce soit de plus contraire à cet idéal que la forme qu'a pris de nos jours la civilisation moderne au terme d'une évolution de plusieurs siècles. Jamais l'individu n'a été aussi complètement livré à une collectivité aveugle, et jamais les hommes n'ont été plus incapables non seulement de soumettre leurs actions à leurs pensées, mais même de penser.» Alors ça, c'est une phrase très importante. Enfin, en fait, elle décrit l'homme comme étant devenu une pure machine, un exécutant, c'est-à-dire un travailleur, et qui ne choisit en fait, bon, on ne choisit plus le lieu où on habite, on ne choisit plus rien des aspects de sa vie, tout est conditionné par la machine productive, et en plus, on ne peut même plus penser, puisque toutes les pensées s'inscrivent dans ils sont conditionnés par cet outil, ce système de production. Donc son analyse, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus et ne peuvent même plus réfléchir. Donc ça, c'était page 101. Et page 108, elle analyse, ça c'est intéressant, parce qu'elle analyse justement l'évolution de cette société. Et ça, c'est assez nouveau, en 1933, je pense, parce que ce qu'elle analyse, c'est qu'en fait, cette société va imploser. Et évidemment, ça ne s'est pas passé exactement comme elle l'a prévu, parce qu'il y a eu une guerre mondiale après, et qu'ensuite, la civilisation a changé, s'est étendue autrement que par la guerre, mais au final, 70 ans après, ou un peu plus, on est évidemment dans la même situation. Et donc, je pense que ça tient toujours. Donc, les guerres amèneront une consommation insensée de matière et d'outillage, une folle destruction des biens de toute espèce que nous ont légué les générations précédentes. Quand le chaos et la destruction ont atteint la limite à laquelle le fonctionnement même de l'organisation économique et sociale est devenu matériellement impossible, notre civilisation périra, et l'humanité, revenue à un niveau de vie plus ou moins primitif et une vie sociale dispersée en des collectivités beaucoup plus petites, repartira sur une voie nouvelle qui nous est absolument impossible de prévoir. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment propre à une critique radicale de la civilisation, c'est-à-dire qu'elle prévoit dans ce court texte qu'en fait notre civilisation industrielle va s'effondrer, quoi qu'on fasse, par manque de ressources, par épuisement des ressources, et que l'humanité telle qu'on la connaît va se terminer. C'est-à-dire que toutes les manifestations, les mouvements politiques, tout ça, ils ont de la merde dans les yeux, parce qu'en fait, ils ne voient pas l'essentiel, c'est que toutes ces structures tiennent par un mode de production industrielle, et que ce mode de production industrielle se terminant, il y aura une nouvelle forme d'organisation. Et donc ça, je pense que c'est assez nouveau. Ensuite, c'est très intéressant parce qu'elle continue sur la lancée, et là, elle critique Marx. Alors, il faut savoir que ça a été quelqu'un qui, d'après ce que j'ai lu, s'intéressait quand même pas mal au marxisme. Elle a un intérêt pour l'anarchisme ensuite, elle est partie, elle a lutté avec eux en Espagne. Et évidemment, elle a une critique assez juste, je pense, de Marx. Alors évidemment, les marxistes diront qu'il faut lire, il y a Marx 1, Marx 2, Marx 3, que Marx c'est très compliqué, que Marx a tout dit, Marx n'a pas dit ça, etc. Donc bon, en fait, ce qui compte, c'est ce qu'on comprend en gros de Marx, parce que si on écrit un corpus qui est ultra compliqué, peu importe ce qu'a voulu vraiment dire Marx, ce qui est important, c'est ce que les hommes en ont compris. Et donc, en gros, ce qu'elle décrit du marxisme, je pense que c'est un peu ce que tout le monde a compris jusqu'ici, et elle dénonce le marxisme comme étant en fait une arnaque. Et voilà ce qu'elle dit. Se figurer que l'on peut aiguiller l'histoire dans une direction différente, en transformant le régime à coups de réforme ou de révolution, espérer le salut d'une action défensive ou offensive contre la tyrannie ou le militarisme, c'est rêver tout éveillé. Il n'existe rien sur quoi appuyer même de simples tentatives. Les formules de Marx selon laquelle le régime engendrerait ses propres fossoyeurs reçoit tous les jours de cruels démentis. Et l'on se demande d'ailleurs comment Marx a jamais pu croire que l'esclavage puisse former des hommes libres. Bon, elle dit très clairement que les miracles n'existent pas, et que des hommes qui sont déterminés dans leurs actions par un système industriel, si on ne casse pas ce système industriel, ces hommes continueront à être des machines qui obéissent. Donc, ensuite s'ensuit une critique du concept même de révolution. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on entend parler à nouveau de ce concept.
C'est-à-dire qu'on pourrait renverser les pouvoirs en place et faire la révolution, et puis en fait garder un peu tout le même système, mais juste changer, faire un peu de cosmétique, et puis on serait bien, tout irait bien. Donc c'est la différence entre ceux qui pensent qu'il peut y avoir une révolution et ceux qui pensent que le système de toute façon est pourri et qu'il va s'effondrer, et que ce qu'il faut travailler, c'est à accompagner cet effondrement. Et je pense qu'elle se situe quand même plus de cette vision qui est assez nouvelle. Alors, la génération même pour qui l'attente fiévreuse et la vie tout entière végète dans le monde entier, alors ça c'est en 1933, on voit que ça n'a pas changé, aujourd'hui on végète encore, hein, dans le monde entier avec la conscience qu'elle n'a aucun avenir. Bon, aujourd'hui c'est assez clair, hein, on ne sait même pas si dans 50 ans il y aura beaucoup d'hommes sur Terre, vu tout ce qu'on nous prédit et tout ce que chacun peut lire, enfin, il y a assez de documents là-dessus. Donc, le monde entier avec la conscience qu'elle n'a aucun avenir, qu'il n'y a point de place pour elle dans notre univers. Au reste, ce mal, s'il est plus aigu pour les jeunes, est commun à toute l'humanité d'aujourd'hui. Ben, les vieux ne savent pas s'ils vont avoir leur retraite dans 10 ans, hein, ça c'est sûr. Nous vivons une époque privée d'avenir, l'attente de ce qui viendra n'est plus espérance mais angoisse. Bon, c'est toujours actuel, hein, c'est même plus actuel qu'autrefois, je pense. Donc il est cependant, depuis 1789, un mot magique qui contient en lui les avenirs imaginables, et n'est jamais si riche d'espoir que dans les situations désespérées. C'est le mot de révolution. Ainsi le prononce-t-on souvent depuis quelque temps. Bon, ça n'a pas changé. Nous devrions être, semble-t-il, en pleine période révolutionnaire. Mais en fait, tout se passe comme si le mouvement révolutionnaire tombait en décadence avec le régime même qu'il aspire à détruire. Depuis plus d'un siècle, chaque génération de révolutionnaires a espéré tour à tour en une révolution prochaine. Aujourd'hui, cette espérance a perdu tout ce qui pouvait lui servir de support, ni dans le régime issu de la Révolution d'octobre. Donc là, elle parle de son truc de l'époque. Aujourd'hui, il n'y a même plus le régime de la Révolution d'octobre. C'est terminé, à part Fidel Castro, on n'a plus grand-chose. Ni dans les deux internationales, ni dans les syndicats, eux, ils sont toujours là, ni dans les organisations anarchistes, ça aussi, ni dans les petits groupements de jeunes qui ont surgi en si grand nombre depuis quelque temps. Par exemple, les Anonymous de Médeux. On ne peut trouver quoi que ce soit de vigoureux, de sain ou de pur. Bon, pur, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais en tout cas, bon, de vigoureux, ça, c'est une bonne qualification. Voici longtemps que la classe ouvrière n'a donné aucun signe de cette spontanéité sur laquelle comptait Rosa Luxembourg. Bon, elle est morte, elle, mais c'est clair que la spontanéité, c'est toujours pas là. Et qui d'ailleurs ne s'est jamais manifestée que pour être aussitôt noyée dans le sang. Bon, aujourd'hui, on a compris, donc on manifeste très sagement. Les classes moyennes ne sont pas séduites par la révolution que quand elle est évoquée à des fins démagogiques, par exemple par Mélenchon, par des apprentis dictateurs. Bon, peut-être pas encore apprenti dictateur, lui. On répète souvent que la situation est objectivement révolutionnaire et que le facteur subjectif fait seul défaut. Donc là, c'est révolutionnaire, mais il y a quelque chose qui... Mais ça va prendre, ne vous inquiétez pas. Comme si la carence totale de la force même qui pourrait seule transformer le régime n'était pas un caractère objectif de la situation. En gros, si les gens ne sont pas très motivés, ça fait partie du fait que la révolution est impossible, c'est tout. On ne fait pas la révolution avec des gens pas motivés. Et le fait qu'ils ne sont pas motivés ont des raisons profondes, en fait. Et donc il faut chercher les racines dans la structure de notre société, voilà, c'est ce qu'elle dit. C'est pourquoi le premier devoir que nous impose la période présente est d'avoir assez de courage intellectuel pour nous demander si le terme de révolution est autre chose alors là j'ai mal écrit, excusez-moi, qu'un mot... Bon, je sais, là j'ai mal le truc. S'il a un contenu précis, s'il n'est pas simplement un des nombreux mensonges qu'a suscité le régime capitaliste dans son essor, et que la crise actuelle nous rend le service de dissiper. Donc en gros, la révolution, c'est un peu le rêve qui vient avec le paquet de la civilisation industrielle. C'est-à-dire qu'on fait croire aux hommes que ils vont se libérer. C'est un peu en fait la même chose que le paradis pour les chrétiens. C'est-à-dire qu'on leur fait toujours miroiter que vous inquiétez pas, vous en chiez aujourd'hui, mais demain il y a la révolution.